Quelle caméra je dois acheter? J'ai 500, 1000, 2000 euros de budget et je suis complètement paumé entre tous les modèles qui existent. J'aimerais justement savoir quelles sont les options, quels sont les boîtiers qui vont aussi durer dans le temps et surtout quel est le meilleur rapport qualité-prix. Ça, clairement, c'est la question que je reçois le plus dans mes messages, et après avoir testé quand même pas mal de boîtiers, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo en vous donnant les caméras les plus intéressantes pour faire de la vidéo en fonction de votre budget. Et à la fin aussi, je vous donnerai un petit peu le podium des boîtiers que je recommande le plus dans chaque catégorie. Parce que c'est vrai que plus on avance, plus les constructeurs sortent de nouveaux boîtiers régulièrement, donc on peut facilement se paumer entre les marques, les modèles, les caractéristiques, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui est du marketing. Et c'est justement ça qu'on va voir dans cette vidéo. Alors comment ça va se passer? On va traiter à peu près 5 catégories. Les moins de 500 euros, entre 500 et 1000, entre 1000 et 2000, 2000 à 3000, et on finira par les boîtiers à plus de 3000 euros. Pour chaque boîtier, on va voir les caractéristiques les plus importants que je vous afficherai pour chaque boîtier. On va parler de pas mal de choses, donc si jamais ça va un peu vite, je vous laisserai mettre pause si jamais vous avez besoin. Aussi, les prix vont varier en fonction de quand vous allez voir la vidéo, donc je vous ai préparé un petit lien vers justement les caméras que je recommande le plus, et c'est des kits que je mets régulièrement à jour en fonction des nouveautés et de l'évolution des prix, donc c'est un des premiers liens en description. Mais très important, gardez bien en tête que le matériel, ça ne fait pas tout. Apprendre à faire les bons réglages, comment filmer, comment faire un bon montage aussi, c'est encore plus important, et c'est justement ça qui fera la différence dans les vidéos que vous allez faire, peu importe le boîtier que vous avez. Donc formez-vous à la vidéo, soit via YouTube, soit via des formations. J'en ai d'ailleurs plusieurs à ce sujet que je vous mets aussi en description. Alors aussi, on a un peu tendance à l'oublier, mais l'optique est hyper importante dans la qualité d'une vidéo, bien plus que la caméra. Donc gardez bien en tête de pas tout mettre votre budget dans une caméra et laisser plus grand chose pour une bonne optique derrière. Et que ça soit soit pour les optiques ou même pour les boîtiers, si vous achetez votre matériel chez IPLN, qui est un petit peu le revendeur que je conseille le plus, pensez à mettre le code Maxime à la fin. Ça permet justement de financer ce genre de vidéo, et d'ailleurs un grand merci à tous ceux qui le font parce que ça m'aide beaucoup. Ok, on va commencer avec les budgets de moins de 500 euros. Alors déjà, faut savoir qu'en neuf, vous n'allez pas avoir beaucoup de choses qui vont tenir la route pour faire de la vidéo correctement. Par contre, en occasion, c'est là où il y a des choses à faire. Donc je vous conseille de regarder les boîtiers qu'on va voir un petit peu après si jamais il y a des occasions dessus. Alors évidemment, faut faire gaffe quand on achète d'occasion, donc soit vous pouvez regarder sur des sites spécialisés comme MPB ou même Bac IPLN. Vu que c'est des pros qui regardent les boîtiers avant de les renvoyer, ça peut être une assurance que tout marche bien. Ou alors vous pouvez justement un peu plus économiser et vous pouvez regarder par vous-même sur le Bon Coin ou les markets type Facebook ou de choses comme ça. Globalement, le marché de l'occasion, ça devient de plus en plus intéressant pour des boîtiers parce que même les anciens boîtiers qu'on peut trouver sont toujours très bons. Alors dans l'idée, il faut essayer de pas remonter à des boîtiers qui datent d'avant 2016, histoire quand même d'avoir un minimum de qualité d'image et aussi de partie un peu plus technique. Mais dans l'idée, pour faire des bonnes affaires, vous pouvez trouver pas mal de boîtiers de la gamme Sony sur les A6000 qui se trouvent plutôt bien en occasion. Chez Panasonic, notamment tout ce qui est type GH5 aussi, qu'on verra un peu tout à l'heure. Ça, vous pouvez en trouver un paquet et ça marche aujourd'hui encore très bien. Bref, si on revient un petit peu sur le budget, dans les moins de 500 euros, on peut évidemment parler un petit peu de smartphone. Alors même si on n'a pas tant de choix que ça maintenant dans les téléphones à moins de 500 euros, mais quand même, ça peut valoir le coup d'investir dans un bon téléphone qui fait aussi de bonnes vidéos. Et vu maintenant la qualité qu'ont les smartphones en vidéo, c'est clairement une bonne option quand on veut démarrer dans la vidéo. Ok, parlons maintenant du budget entre 500 et 1000 euros. Et il y a quand même dans cette gamme, bon c'est certes de l'entrée de gamme, mais il y a des petits boîtiers qui sont plutôt pas mal et je vous en ai sélectionné quelques-uns. On commence avec le Canon R50, c'est un petit boîtier pour ceux qui veulent justement débuter en vidéo avec de la 4K sans trop se compliquer la vie, ça peut être une bonne option. C'est un boîtier qui est ultra léger, super compact et assez simple en fait à prendre en main. L'autofocus aussi fonctionne bien sur des sujets qui sont assez simples. Alors ça reste un entrée de gamme, donc forcément ça a ses limites, mais ça va. Par contre, on n'a pas de profil d'image log, ni de prise casque, donc pas vraiment top, on va dire, pour la production avancée. Mais c'est pour moi le boîtier le moins cher qui reste utilisable pour se lancer dans la vidéo. Dans le même genre, dans le style un peu plus avancé, on a le Sony ZV-E10 première génération. La deuxième est déjà sortie, on en parlera un peu tout à l'heure. Mais du coup, cette première génération est très intéressante pour le prix. On a de la 4K, l'autofocus est excellente, on peut aussi filmer en log, donc globalement une très bonne qualité d'image. Alors par contre, on n'a pas de capteur stabilisé, mais celle électronique marche plutôt pas trop mal. Le petit plus, c'est qu'on a un micro intégré, ça remplace pas vraiment on va dire un vrai micro, mais pour du vlog ou justement pour faire des vidéos assez proches, des bruits d'ambiance, etc., ça suffit largement. Si on regarde chez Nikon, on a le Z30 qui est pas mal aussi dans le style, 4K, ralenti en 1080p, pas de log mais des couleurs Nikon assez riches. Mais voilà, c'est un boîtier qui est plutôt orienté création de contenu vidéo, qui est assez petit, qui est plutôt passe-partout. On a un peu dans le même style le Z50 aussi de chez
Nikon qui se ressemblent assez sensiblement. C'est à peu près les mêmes boîtiers, mais le Z50 est plutôt un hybride photo-vidéo avec un viseur. On a aussi une meilleure prise en main que le Z30, mais bon, après que ça soit l'un ou l'autre, dans les deux cas, c'est quand même deux bons boîtiers pour débuter en vidéo. Dans ces prix-là, on va parler justement un petit peu d'occasion, et c'est à ce moment-là où je vais glisser le Lumix GH5 qu'on peut trouver en occasion dans ces eaux-là. C'est clairement un excellent boîtier vidéo. Des capacités folles, notamment en ralenti. On peut faire jusqu'à de la 4K 60 images par seconde avec un léger crop. On peut faire du log, on a du 10 bits, donc bien plus de couleurs, et surtout une stabilisation qui est honnêtement incroyable, que Pana sait très bien faire. Seul défaut de ce boîtier-là, c'est l'autofocus, hein, c'est vraiment pas incroyable. Mais voilà, dans ces prix-là, vous pouvez trouver des occasions qui sont plutôt excellents pour un premier boîtier vidéo. Dans le style ancien boîtier, mais qui est pour moi toujours d'actualité, on a le Sony A6400. Il est pas cher, il est excellent en autofocus. On a le log, une ergonomie quand même qui est assez agréable. On n'a pas le capteur stabilisé, mais malgré que ses grands frères soient sortis, je trouve que c'est toujours une très belle option. Et là aussi, on peut faire des belles affaires en occasion. Si on parle de neuf maintenant, on a le Fuji X-M5. C'est un boîtier qui est très compact, tout petit et qui est hyper léger. On a un style un petit peu rétro aussi qui peut être plutôt cool. Et ce que je trouve bien, c'est que vu qu'il est petit, je le trouve vachement discret et on se fait beaucoup moins remarquer avec. Et dans ce prix et dans cette taille de boîtier, on a une résolution qui monte jusqu'à de la 6K. On a du ralenti en 4K 60 avec un léger crop, ce qui est assez fou. Alors malheureusement, on n'a pas de capteur stabilisé mécanique. On a de l'électronique qui a un petit peu ses limites, mais bon, ça fonctionne quand même. Par contre, on a la possibilité de filmer en log, de filmer en 10 bits. En plus de ça, on a les simulations de films que Fuji gère très bien qui sont intégrées au boîtier. L'autofocus, c'est pas mal. C'est pas du Sony ou du Canon, mais globalement, sur des sujets assez simples, ça passe. Maintenant, petit bémol, attention à la surchauffe. C'est un boîtier au vu de sa taille, ça peut être un peu compliqué là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est quand même un boîtier qui est plutôt complet en photo et en vidéo. Et dans ces prix-là, c'est hyper appréciable. C'est pour moi d'ailleurs une des meilleures options actuellement. Et on arrive de toute façon dans, on va dire, les meilleurs boîtiers de cette gamme de prix. Et là-dedans, évidemment, le Canon R10 en fait partie. C'est un boîtier qui est excellent en autofocus. C'est clairement un de ses plus gros points forts. On peut faire du ralenti jusqu'en 4K 60 avec un crop, mais au moins c'est là. Bon, alors après, on n'a pas de log, on n'a pas de stabilisation, mais voilà, si on veut faire du ralenti avec un bon autofocus, c'est un des seuls à pouvoir le faire. Mais si vous pouvez attendre un peu pour avoir un budget un poil plus grand, je vous conseille justement d'attendre le boîtier d'après qui est vraiment une petite régalade. Mais avant ça, quelle est la partie la plus importante dans une vidéo? On a certes l'image, mais on a aussi l'audio et en particulier la musique. Trouver la bonne musique pour sa vidéo, ça peut prendre énormément de temps et c'est pour ça que des services comme Artlist te permettent de gagner un temps monstre et de trouver la musique qui convient à ta vidéo. Alors beaucoup, il y en a pour tous les goûts, mais aussi pour tous les styles, notamment de vidéos, si tu sais pas trop quoi choisir. On a des musiques pour du voyage, pour du vlog, du sport, du gaming, bref, tout ce dont tu as besoin pour habiller ta vidéo avec de l'audio. Parce que oui, il y a la musique, mais il y a aussi les SFX qui sont un petit peu tous les bruitages qu'on va pouvoir rajouter. Ça pareil, il y en a à l'appel. Ils ont aussi des templates, des vidéos libres de droit et même de la voix off. Et ils viennent tout juste d'ajouter une bibliothèque de luth avec pas mal de styles différents. D'ailleurs, il y a plusieurs offres en fonction de ce que vous avez besoin, mais si vous voulez tout ce que je viens d'énoncer, c'est avec le plan Artlist Max. Et ça tombe bien, si vous cliquez sur mon lien en description, il y a une offre en cette fin d'année de 10% sur le plan Max, en plus des 2 mois supplémentaires offerts. Bref, Artlist, c'est la plateforme que je recommande le plus depuis que je suis dans la vidéo. Et c'est aussi celle que j'utilise tous les jours, donc si jamais ça t'intéresse, clique sur le lien en description. Ok, on arrive dans la catégorie qui est plus ou moins la plus demandée, entre 1000 et 2000 euros. Qu'est-ce que je peux avoir dans ce budget-là? Et justement, figure-toi qu'il y a quand même pas mal de petites choses sympas. On commence avec le Sony ZV-E10 II. On a vu tout à l'heure la première génération. Là, forcément, la deuxième est bien mieux. On peut d'ailleurs difficilement faire plus. On a de la 4K suréchantillonnée qui vient de la 6K, donc meilleure qualité d'image. Alors, ça reste un capteur APS-C, mais on fait quand même du ralenti en 4K 60 avec un léger crop. On a du log, on a du 10 bits, donc une plage de profondeur bien plus étendue. Et vu que c'est du log, on garde une très belle dynamique, donc c'est bien, on a beaucoup plus d'infos dans les zones sombres et dans les zones éclairées de notre image. Le micro intégré marche plutôt bien. On a aussi l'autofocus Sony qui est incroyable sur ce boîtier-là. Le seul truc qui manque à cette caméra, c'est le capteur stabilisé. Mais dans ces prix en neuf, on peut difficilement faire mieux. Et justement, petite parenthèse un peu occasion, on peut parler du Sony A7 III, le best-seller, je pense, pendant pas mal d'années, et c'est pour moi encore aujourd'hui une belle option. On a quand même un capteur plein format, donc une bien meilleure qualité d'image. Ça nous donne un meilleur flou d'arrière-plan et aussi une meilleure sensibilité justement en basse lumière. Bon, alors on n'a pas de 4K au ralenti ni de 10 bits, mais
par contre, on a un capteur stabilisé avec un très bon autofocus. Alors après, il faut savoir que la science des couleurs est un petit peu en retard par rapport à ce que peut proposer Sony aujourd'hui. On peut avoir justement des teintes de peau qui virent un petit peu au jaune, mais bon, c'est des choses qu'on peut corriger en post-production. Mais à part ça, bah, vous pouvez aussi faire des belles affaires en occasion et c'est peut être une belle option dans ces prix-là. Dans un autre style, avec un boîtier un peu à part, on peut parler de la Blackmagic 4K, donc qui a un capteur quand même beaucoup plus petit, hein, c'est du micro 4 tiers. On n'a pas de stabilisation, on n'a pas d'autofocus, mais on a une qualité d'image qui est magnifique, avec une très bonne plage dynamique et surtout bah, des couleurs qui sont très jolies. C'est surtout un boîtier qu'on va utiliser pour des courts-métrages ou des productions quand on est plusieurs. Et si votre point le plus important pour vous, bah, c'est justement la qualité d'image et que vous en fichez un petit peu de la capteur stabilisé et l'autofocus, bah, c'est clairement une des meilleures options dans ce prix. On revient maintenant vers Fuji avec le XS20. Alors c'est un capteur APS-C. On a par contre du ralenti en 4K 60 avec un crop, de la 6K en rendu réel, du log, du 10 bits, des simulations de film aussi à la Fuji. Et c'est surtout que là, on a une stabilisation mécanique du capteur. Alors après, l'autofocus, hein, c'est pas son fort, hein, comme d'ailleurs pas mal malheureusement de boîtiers Fuji. Mais dans ces prix-là, bah, c'est quand même un des plus complets. Si on veut justement passer un peu au cap supérieur, on a le Sony A6700. Donc c'est clairement ça une petite pépite. On a un capteur APS-C qui est stabilisé. On fait de la 4K à 50 avec un petit crop et on a surtout de la 4K 120 images par seconde. Bon, avec un crop un peu costaud, mais ça, jusqu'ici, on l'avait pas encore vu. On a évidemment du log, du 10 bits. On a une excellente montée en ISO avec un autofocus bah, digne de chez Sony, donc qui est très bon. Et là, on est clairement sur un boîtier qui peut facilement s'utiliser sur des prods professionnels. Maintenant, on peut parler du concurrent direct chez Canon, le R7. Donc là, on est toujours avec un capteur stabilisé APS-C, mais sauf que là, on a une bien meilleure résolution. Ça permet notamment d'avoir une meilleure qualité d'image avec un suréchantillonnage. On a de la 4K 60 cette fois-ci sans crop, et ça, c'est pas mal. Bah, l'autofocus dual pixel chez Canon, c'est clairement le meilleur autofocus à l'heure actuelle. Alors après, il est un peu moins performant en basse lumière, mais pour du Canon, ce boîtier-là, c'est clairement un très bon choix. Alors maintenant, je vais parler d'un boîtier qui devrait pas être dans cette catégorie, mais au vu des promos et des prix qu'on le propose, j'étais obligé de le mettre là-dedans. On va parler du Lumix S5 II, et pour le coup, bah, dans ces prix-là, il met une claque à tout le monde. Donc, on est sur un capteur plein format et stabilisé. Il filme en 6K. On fait de la ralenti 4K 60 avec un crop. Évidemment, bah, en log, on est aussi en 10 bits, donc voilà, très bonne qualité d'image. Et très intéressant parce qu'on est sur le nouveau système d'autofocus de chez Lumix, qui est bah, plutôt très bon. Alors, c'est toujours légèrement en dessous de ce que peut faire Sony et Canon sur cette partie-là, mais dans ces prix-là, avec un boîtier avec un capteur plein format, on peut difficilement faire mieux. Vu qu'on est sur des capteurs plein format, on peut parler du Canon R8, donc plein format, mais bah, pour le coup pas stabilisé. Par contre, on a de la 4K 60 sans crop et on est clairement avec le meilleur autofocus du marché. On a du log, mais c'est on va dire seulement du C-Log 3, donc c'est pas on va dire le log le plus intéressant de chez Canon, mais il marche quand même bien. On est aussi sur du 10 bits, enfin bref, on a une très belle qualité d'image. C'est un excellent boîtier, bah, c'est juste le seul truc qui nous manque, c'est la stabilisation. Mais bon, dans ces prix-là, forcément, on est obligé de faire des compromis. Et pour finir dans cette gamme, on a le Fuji X-T5, un capteur APS-C mais avec une grande résolution de 40 mégapixels, même si nous personnellement en vidéo ça nous intéresse moins. Ça peut filmer en 6K, en ralenti en 4K 60 sans crop. On a du log en 10 bits avec une bonne stabilisation. C'est un bon boîtier, mais bon, l'autofocus est un peu en dessous de ce que peut proposer la concurrence. Maintenant, on a quand même une très bonne qualité d'image avec. Ok, maintenant passons dans la catégorie, on va dire plus des caméras entre 2000 et 3000 euros. On commence avec le Lumix S5 II-X qui ajoute des fonctionnalités vidéo un peu plus avancées par rapport au S5 II standard qu'on a vu juste avant. C'est globalement sur les codecs que la différence va se faire. Sur le X, on peut shooter en ProRes et aussi en All Intra. C'est des formats et des codecs, on va dire, différents de compression. Ça permet surtout d'avoir une meilleure qualité d'image, notamment avec ce boîtier. Mais attention au stockage, parce que forcément, dans ces codecs-là, bah, ça monte très vite. Sinon, hormis la couleur et quelques codecs qu'on vient de voir, bah, c'est quasiment le même que le S5 II. Après, bah, le X est clairement une caméra très avancée en vidéo et plutôt complète. Alors, malgré un capteur APS-C, on peut parler de ce boîtier-là, qui est aussi une des références, c'est la Sony FX30. Alors, c'est clairement la petite sœur de la FX3 qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure, mais on peut dire que c'est un peu la crème des boîtiers APS-C. C'est clairement une caméra qui est tournée vidéo avec des specs plutôt intéressantes. 4K 60 avec un petit recadrage, 4K 120 avec un plus gros recadrage qui a 1.6. Par contre, ça filme en 4K qui a un suréchantillonnage de la 6K. On est sur de la 10 bits 422 en S-Log 3, donc une plage dynamique qui est très très large. Et bah c'est du Sony, donc l'autofocus est excellent et surtout une montée en ISO qu'on a rarement chez les autres. Donc c'est clairement une très belle option, hein, même si on n'a pas de capteur plein format là-dessus. Voilà, c'est un excellent boîtier. Ensuite, on part un peu à côté avec une nouvelle fois la Blackmagic, cette fois-ci la 6K. Tout à l'heure, on a vu la 4K juste avant. Donc bah c'est à peu près la même chose. Sauf que là, on a un capteur un peu plus grand, c'est du plein format. Il est toujours pas stabilisé et toujours pas d'autofocus. Donc voilà, c'est un peu pour des cas, on va dire, particuliers, mais une qualité d'image qui est excellente. On a pareil des codecs qui sont
sont un peu plus avancées. Et en termes de qualité d'image, de couleur, de profondeur dans les couleurs et aussi de contraste, voilà, il y a un truc qui fait avec Blackmagic que la qualité d'image est assez incroyable. Dans les specs, ça shoot jusqu'à de la 6K 60 images par seconde. On a du RAW en interne pour capturer encore plus d'infos. Et bah mine de rien, dans ce prix-là, c'est clairement une des caméras qui se rapproche le plus des caméras cinéma. Alors après, évidemment, elle a ses limites, hein, pas d'autofocus et pas de capteur stabilisé. Mais si vous passez au-dessus de ça, bah, cette caméra-là, c'est pépite. Parlons du Sony ZV-E1 aussi. Très mal marketé, avec un nom un petit peu qui fait vlogueur, alors que c'est clairement une caméra pro à mon sens. C'est honnêtement un mini A7S III. On a un capteur plein format qui est stabilisé. On a de la 4K ralentie jusqu'à 120 images par seconde sans crop. On a un double ISO natif qui va jusqu'à 12800, qui est clairement une des meilleures avancées. Hein. Il y a très peu de caméras qui font mieux. On est avec un autofocus bien avancé qui a aussi d'autres boîtiers plus haut de gamme de chez Sony. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est à la surchauffe, bien qu'il y ait des solutions qui existent. Personnellement, j'ai pas eu de soucis avec, mais voilà, je sais que des confrères en ont eu. Aussi, on a des petites limitations. On n'a qu'un seul port SD, on a un micro HDMI, ce qui peut être un peu fragile. Mais à part ça, cette caméra, honnêtement, c'est un banger et c'est une de mes caméras préférées. Dans le même esprit, mais un peu plus polyvalent chez Sony, on a le A7 IV. Donc là, pareil, capteur plein format avec une plus grande résolution. On peut faire de la 4K 60 avec un crop 1,5. Donc bon, c'est pas incroyable, mais au moins c'est là. Et à part ça, bah, c'est à peu près pareil, hein, 10 bits, log, autofocus incroyable. Bon, monté en ISO un peu plus limité parce que bah, la taille du capteur est pas le même aussi. Sauf que là, on a un vrai HDMI, on a deux slots SD. C'est clairement le bon boîtier compromis photo-vidéo. C'est pas le meilleur, on va dire, en vidéo seul comparé au boîtier qu'on a vu juste avant, mais c'est un des boîtiers les plus polyvalents, en tout cas chez Sony dans ses prix. Alors chez Fuji, on n'a pas de plein format, donc on est obligé de passer au moyen format qui est clairement dans un autre monde, on va pas en parler ici. Par contre, le boîtier haut de gamme chez Fuji en APS-C, c'est le X-H2S. On a un capteur empilé et stabilisé. Ça, c'est une techno qui est assez rare, qui va bien nous servir, notamment pour éviter un petit peu le rolling shutter. Ça va permettre d'éviter de tordre, on va dire, les lignes droites de notre image. De la 4K en 60 et en 120 images par seconde. On a de la 6K aussi. On a du log, une plage dynamique qui est plutôt poussée. On a de l'Apple ProRes en interne. On peut même aller jusqu'à du RAW en 12 bits, mais par contre, c'est en externe. C'est clairement une machine bourrée de technologie. Alors, certes, qui a ses limites en autofocus et aussi en basse lumière, mais c'est quand même un des joyaux, on va dire, des boîtiers APS-C. On n'a pas parlé beaucoup de Nikon, alors que pourtant, ils ont un boîtier, le Z6 III. C'est clairement une pépite. On a un capteur plein format stabilisé et partiellement empilé. Donc, ça, pareil, très peu de rolling shutter. On a de la 6K en RAW et en interne. Ça aussi, c'est assez rare. On a de la 4K 120 images par seconde avec un encadrage. Bien sûr, on a du log, hein, du 10 bits et un peu tout ce qu'on veut. On a port CF Express. Bref, ce boîtier-là, c'est clairement une machine qui peut un peu tout encaisser et c'est honnêtement un des plus complets dans cette gamme de prix. Chez Canon, on a le R6 II qui est un excellent boîtier à la fois en photo et aussi en vidéo. Hein. On a l'autofocus dual pixel de chez Canon qu'on ne présente plus. Hein. Il a aussi une des meilleures stabilisations très avancées. On peut faire du ralenti en 4K 60 sans crop, donc ça aussi, ça c'est un gros plus. On a du log, bon malheureusement juste en C-Log 3 et pas en C-Log 2 qui est bien meilleur, mais ça reste quand même largement passable. On a une bonne montée en ISO pour ce boîtier, même si c'est pas non plus le plus reconnu pour ça. Donc globalement, c'est un excellent boîtier, si ce n'est par rapport au prix, qui est quand même un peu plus costaud par rapport à ses concurrents et qui peuvent proposer peut-être des fonctionnalités un peu plus avancées. Ok, parlons de la dernière catégorie, les boîtiers à plus de 3000 €. Alors, ça peut aller très loin avec des boîtiers vraiment haut de gamme. Nous, on va quand même rester dans, on va dire, des hybrides un peu plus accessibles et pas partir dans les flagships des caméras ou alors des caméras limite ciné. En premier lieu, on a le Sony A7S III, capteur plein format avec une faible résolution mais qui est excellent en basse lumière, qui est clairement imbattable. C'est le même capteur qu'a le Sony ZV-E1 qu'on a vu tout à l'heure. On peut faire de la 4K 60, de la 4K 120 sans crop. On n'a aucune surchauffe sur ce boîtier-là. Un autofocus qui est excellent, une plage dynamique hyper profonde. Même si son remplaçant va peut-être arriver d'ici quelques temps, ça reste une excellente caméra en vidéo. Je le mets un peu dans le même panier, la FX3 qui est clairement la même chose. C'est les mêmes specs, c'est le même capteur, une ergonomie un peu plus différente, plus orientée vidéo, qui je trouve est un peu plus intéressante sur la FX3. Mais c'est globalement les mêmes caméras. C'est des monstres en vidéo, évidemment un peu moins performants en photo, mais ils sont pas prévus pour ça. Ensuite, dans l'idée, on a le Canon R5C. Ça aussi, c'est un monstre. Hein. C'est le capteur du R5 avec un ventilateur à l'intérieur pour éviter que ça surchauffe. On a de la 8K RAW 60 images par seconde en interne. Malheureusement, on a seulement du S-Log 3 et pas du S-Log 2, ce qui est un peu dommage. Mais bon, quand même, on a un autofocus qui est incroyable. Un petit bémol aussi, attention à la batterie qui tombe très vite. Sinon, d'un point de vue spec, c'est quand même un monstre cette caméra. Vu qu'on est dans les monstres de techno, on peut parler aussi du Nikon Z8 qui est encore plus avancé. On a un capteur empilé, donc pas de rolling shutter et bien meilleure performance en basse lumière. On a un double ISO natif, il fait de la 6K 60 en RAW et en interne.
interne. On a tellement de codecs honnêtement que ça me prendra la journée de tous les faire. Un autofocus aussi qui est très bon. On a des petites limitations, notamment avec la batterie qui tient pas de fou. Mais voilà, dans cette taille de boîtier et dans ces prix-là, c'est assez impressionnant tout ce que ça peut faire. Et le dernier que je voulais aborder, c'est le Canon R5 II, capteur aussi empilé, 8K 60 en RAW en interne, 4K 120, log cette fois-ci en C-Log 2, donc ça aussi c'est top, c'est bien mieux. Autofocus excellent, c'est vraiment la caméra on va dire parfaite, hybride à la fois photo et vidéo. Ça marche aussi plutôt bien en basse lumière, c'est un capteur qui est hybride, donc évidemment voilà, en basse lumière en vidéo ça a ses limites, mais bon c'est clairement on va dire une des caméras les plus complètes aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a fait le tour, voici le classement des meilleurs boîtiers en termes de rapport qualité-prix dans chaque catégorie selon moi, en fonction des critères qu'on a vus. C'est pour moi à l'heure actuelle les boîtiers les plus performants dans chaque gamme de prix. Je vous mets le lien des boîtiers que je vous recommande en description et pareil hein, si vous achetez votre matériel chez IPLN, pensez au code Maxime, c'est ce qui m'aide le plus. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo, la bise.